Madame, Monsieur, bonsoir. C'est avec un plaisir sans égal que je vous retrouve ce soir pour une autre édition consacrée au débat sur Camille 24. Nous ne le dirons jamais assez, face à face, le choc des idées, le poids des arguments avec des invités de pointe autour de certains sujets majeurs de l'actualité. Ce soir, nous allons discourir dans la première partie de cette émission autour du pont sur le Vouri à la faveur de la visite de travail du président Paul Biya à Douala. En deuxième partie, nous reviendrons sur la controverse née du départ de AES Sodel au Cameroun. Partira-t-elle ou pas? Nous en parlerons donc dans un instant avec le professeur Kenny Fodop, il est géographe, professeur des universités et coordinateur pédagogique du master professionnel en urbanisme, aménagement et développement urbain à l'université de Yaoundé 1. Il a commis il y a quelques années encore un important et magnifique travail sur Bonabéry. Nous en parlerons tout à l'heure, si le temps le permet. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur Nyoupé. Bien heureux de vous accueillir sur le plateau de Face à Face, sur Camille 24, ce pour la première fois. Oui, c'est un rare plaisir pour moi de me retrouver pour la première fois sur ce prestigieux plateau de Camille 24 pour débattre de l'actualité, surtout relative à la pose de la première pierre de construction du second pont, dit-on, sur le Vouri, ici à Douala. Alors, que devient le professeur Kenny Fodop? Écoutez, que devient-il? Il continue à enseigner à l'université de Yaoundé 1, anciennement université de Yaoundé, où j'ai commencé donc à enseigner il y a 35 ans. Donc, je continue à enseigner dans cette université, bien entendu, après avoir exercé quelques responsabilités de doyen de faculté à l'université de Chang. Donc, j'ai retrouvé avec un immense plaisir l'université de Yaoundé 1, où j'ai fait l'essentiel de ma carrière, et où, pour sortir, parce que toute expérience humaine a une fin, je suis en train d'animer, comme vous l'avez dit dans votre présentation liminaire, ce master professionnel en urbanisme, aménagement et développement urbain qui forme, bien entendu, des spécialistes de haut niveau en leur donnant des connaissances et un savoir-faire pour intervenir aux côtés des gestionnaires des villes, aux côtés des responsables ministériels et je dirais internationaux en charge des questions d'aménagement du territoire, donc les conseiller à mettre en place et à exécuter surtout les diagnostics territoriaux et aussi, pourquoi pas, sensibiliser les populations surtout urbaines, sur le comment vivre en ville, parce qu'on ne vit pas en ville comme on vit à la campagne. Vous savez, le milieu urbain est un milieu dans lequel des populations venues d'horizons géographiques divers se retrouvent et il faut pouvoir aménager avec, si vous voulez, toute la lucidité scientifique nécessaire, les différents quartiers, les secteurs d'habitat, les secteurs de déplacement, car la ville est un espace d'habitation, un espace de travail, un espace de circulation, un espace de production et aussi un espace de loisirs. Voilà, je vous assurais, vous avez suffisamment eu le temps de déblayer le terrain et de faire comprendre justement aux téléspectateurs le bien fondé de ce master. On espère simplement qu'on aura, pourquoi pas, d'autres plateaux pour discourir autour du développement, de l'urbanisme au Cameroun. Toujours est-il que merci de nous avoir fait l'honneur d'accepter notre invitation, professeur. Vous aurez en face de vous ce soir Charles Fongan, notre enseignant, mais cette fois-là à l'université de Douala. Il est également le président national du réseau associatif des consommateurs de l'énergie. Bonsoir Charles Fongan. Bonsoir Thierry et bonsoir à tous les téléspectateurs du Camille 54. Alors, quelle est la dernière actualité autour du RAS? C'est ainsi qu'on l'appelle. Je pense que tout ce qui est en rapport avec l'énergie intéresse le RAS. Donc la dernière actualité, c'est bien évidemment l'annonce du départ de AES qui s'engage à vendre ses parts à un opérateur déjà désigné qui est Actis. Donc c'est la dernière actualité. Il y a également la visite du président Paul Biya à Douala. Vous savez que le RAS ne s'intéresse pas seulement à ce qui est à l'énergie électrique, nous nous intéressons à tout ce qui est source d'énergie et le gaz et le baba. Donc la production a été inaugurée. C'est-à-dire que demain la production a été inaugurée par le chef de l'État, nous concerne tout aussi que l'électricité. En tout cas, ce sont des sujets bien d'autres qui sont posés sur la table du débat. Madame, monsieur, merci également de nous faire confiance. Je sais que vous êtes aussi nombreux à nous suivre sur la toile par le touchement du www.camille24.net ou le www.camer
Retrouvons-nous juste dans un instant pour le débat. Je vous le disais il y a quelques instants, le président de la République était à Douala jeudi vendredi dernier pour une visite de travail qui l'aura conduit tour à tour sur le pont, sur le Voré, où il a procédé à la pose de la première pierre du deuxième pont, et sur la centrale à gaz de Passy, du côté de l'Okbaba. Une présence fort remarquée et applaudie par de milliers de personnes présentes sur les différents sites des opérations. Je vous propose d'écouter à ce propos un reportage, une proposition de la réalisation de Camus 24. Caméramens et photographes ont adopté la bonne position pour garder belle vue sur le geste du président de la République. Par ce, ils attendaient capter la photo ou l'image qui fera date. Car ici, Paul Biya a levé le drapeau tricolore pour découvrir avec les invités amenés par la nouvelle ambassadrice de France au Cameroun les écriteaux marqués sur la stèle. Ils rappelleront aux générations présentes et futures que la pose de la première pierre en vue de la construction du second pont sur le Vouri avait eu lieu le 14 novembre 2013 afin de rentrer dans les faits la promesse faite de transformer Douala en une ville moderne tournée vers l'émergence. L'explication qui a suivi a laissé entendre que le nouvel ouvrage sera exécuté sur 44 mois, dont 8 pour la conception et 36 pour les travaux. Il va coûter 120 milliards de francs CFA. Sa construction sera effectuée par un groupement d'entreprises, notamment. Alors, professeur, vous avez certainement suivi cette actualité, écouté d'ailleurs ce reportage. Comment l'avez-vous accueilli ? Écoutez, je l'ai accueilli comme un citoyen de son pays qui s'intéresse à l'actualité, surtout dominée dans le cas d'espèce par cette visite du chef de l'État dans la ville, et on pourrait dire ville de Douala et sa région. Bien entendu, je me suis intéressé à cette visite comme la plupart des Camerounais, et j'ai pu, grâce aux médias, parce que je n'ai pas vécu l'événement en direct, étant en ce moment-là à Yaoundé, dont j'ai pu prendre la mesure de la ferveur que la population a eue en accueillant finalement son président. Bien entendu, mais il y a, comme chaque chose a son avantage et son inconvénient, il y a eu aussi ce revers, si on peut parler de revers de cette visite, puisque vous qui étiez finalement sur place, les médias ont pu rendre abondamment compte des désagréments que cette visite a causé, non seulement aux visiteurs, mais aussi aux opérateurs économiques qui se débrouillent au quotidien et qui doivent vivre au jour le jour, si vous voulez. Donc, voyez, sentiment finalement partagé, bien entendu de joie, de voir quand même le président de la République, comment dirais-je, partager ces moments de joie avec son peuple, mais aussi des moments un peu d'amertume pour les populations, ceux qui avaient finalement à visiter la ville de Douala, et même, pourquoi pas, on n'en a peut-être pas parlé, les malades qui n'ont pas pu finalement être acheminés à l'hôpital à temps. Nous reviendrons justement sur les enjeux économiques de cette visite, tant sur le plan positif que négatif. C'est un sentiment mitigé. On peut le retenir. Charles Fongan, est-ce le même sentiment ? C'est pratiquement le même sentiment. Nous sommes sans ignorer que l'importance de ce pont a démontré. Donc c'est une fierté de savoir que les travaux vont bientôt commencer, que la première pierre a été posée. Mais de l'autre côté aussi, il y a beaucoup plus d'amertume dans la mesure où on voit toutes les souffrances de ces Camerounais là, pendant ces jours de visite où pratiquement les activités ont été totalement paralysées. Il y a des gens qui sont passés de vie à trépas du fait de la visite de M. Biagala. Donc, puisqu'il y en a, les médias ont révélé quand même des cas. Pendant que le président Biya était là, il y a eu une très forte pluie. On sait qu'entre dans la nuit de mercredi à jeudi, il y a eu plusieurs morts. On en a 7 morts par-ci, du fait des canalisations qui ne marchent pas assez bien, du fait d'un certain nombre de dispositifs
qui incombe normalement non seulement à ceux qui ont en charge la gestion de la ville, mais également ceux qui ont en charge la gestion du pays. Donc, on peut applaudir le chef d'État parce qu'il est venu, mais de l'autre côté aussi, quand on voit les conséquences, quand on voit ce qu'on vit au quotidien, on a bien envie plutôt de crier après lui. Oui, c'est quand même vrai qu'on reviendra sur les différents aspects de cette visite, comme je le disais encore il y a quelques secondes. La construction d'un pont est toujours une grande affaire, hein, soulignait Paul Biya. Je reste avec vous, Charles. Est-ce que cela nécessitait un aussi grand déploiement? Moi, je dirais d'abord que sur l'importance du pont. Sur l'importance du pont, tout le monde s'accorde qu'il nous faut un second pont à Douala. L'ancien pont voit passer 40 à 50 000 voitures par jour. Et on connaît les problèmes d'embouteillage, les bouchons qu'on a souvent sur le pont. On connaît les accidents qu'on a souvent eu ces ponts. Donc, pour le citoyen de Douala, pour le Camerounais, un second pont est la bienvenue. Surtout qu'au vu de la maquette nous donne l'impression que ce sera un véritable joyau architectural avec plusieurs voies. Donc, on aurait dû applaudir. Mais maintenant, quand on voit l'inversement, ce qui a été fait tout simplement pour recevoir le chef de l'État, on a envie de dire que c'est du gâchis. Vous savez que cette tribune a été construite et reconstruite. Cette visite a été maintes fois annoncée, maintes fois reportée. Et à chaque fois, il fallait reprendre les travaux à zéro. Au point où même jusqu'à la dernière minute, on avait l'impression que les gens étaient encore que le site était encore en chantier. Donc, ce site a englouti beaucoup d'argent. Et quand bien on se demande, cet argent aurait pu servir pour sauver ces nombreux Camerounais qui sont morts pendant cette visite. Donc, et aussi, s'il faut voir sur le plan économique, comme l'a si bien dit le professeur, il y a beaucoup de Camerounais qui vivent au jour le jour, qui se déploient au quotidien pour trouver de la ressource, de quoi vivre. Et on veut bien, et la visite du chef d'État les empêcher véritablement de pouvoir trouver les ressources qui leur permettent de vivre. Décidément. Professeur, peut-on dire avec, comme le journal Ouest Littoral l'a si bien souligné, qu'il y a eu trop de bruit pour une simple passerelle? Peut-être pas jusque-là. Parce que si ce pont venait à être construit, car on n'en est qu'au début de la construction, on nous parle de 44 mois pour que l'ouvrage soit livré à la circulation. Non, si l'ouvrage est exécuté tel qu'on nous l'a présenté à travers cette belle maquette, ce sera toujours un plus. Mais il faudrait relativiser les choses et ne pas faire du triomphalisme, mettre bien les choses à leur place, dans la mesure où on sait que cela fait quand même longtemps que les populations de Douala et puis tous ceux qui visitent la métropole économique de notre pays attendent ce pont, pas seulement le deuxième, mais pourquoi pas un troisième, dont il ne faut pas faire du triomphalisme. Espérons que les travaux seront effectués dans les délais, que ce pont sera livré à la circulation dans les 44 mois, ça constituera un plus. Mais il faut attendre plus, parce que ce n'est d'ailleurs pas aujourd'hui qu'on devrait parler du second pont, car le tout premier a été lancé et inauguré sur le fleuve Vouri le 22 mai 1955. Et je saisis cette occasion pour dire que la nécessité d'établir une liaison permanente par l'intermédiaire d'un pont qui enjambe le fleuve Vouri s'était déjà imposé aux administrateurs coloniaux, les premiers maîtres coloniaux du Cameroun, c'est-à-dire les Allemands. Mais ils n'ont peut-être pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de leur projet. Et par la suite, sous l'administration française, un certain nombre de programmes ont été imaginés pour construire ce pont. Il y a eu le projet Saro de 1921 sous la forme de la mise en place d'un ferryboat, puis le projet Mandel de 1942, là sous la forme d'un tunnel fluvial. Mais il a fallu attendre 1953 pour que les travaux de construction du pont actuel démarrent, pour s'achever en février 1955 et, disons, 3 mois plus tard, le 22 mai 1955, le pont actuellement en utilisation a été inauguré. Depuis, 58 ans ont passé. Il me semble qu'on a peut-être trop attendu. Mais il y a cet adage qui dit que mieux vaut tard que jamais. Et peut-être dans le cours de notre entretien, nous verrons si c'était, si vous voulez, opportun de construire le second pont là, justement, parce que là on l'a désigné. Et c'est là que je voudrais justement vous poser cette question, parce qu'on sait que le président Paul Biya
a souligné au cours de son intervention qu'il était devenu urgent de construire un deuxième pont sur l'Ouvry parce que le pont actuel n'était plus en mesure d'absorber le trafic en constante augmentation dans de bonnes conditions. Selon les informations que nous avons, il sera long de 800 mètres et comprendra 5 voies routières et 2 ferroviaires, soit une emprise d'environ 25 mètres. 2 km de voies de raccordement sont prévus avec le réseau routier de Douala. Mais professeur, vous qui étiez justement dans cette envolée, est-ce que cela suffira pour résoudre le sempiternel problème des embouteillages entre du côté d'Eido, du côté de Bonabéry, vous qui avez justement mené des études à ce niveau? Voilà, le nouveau pont en chantier a une largeur, ou aura, puisque bon, il n'est pas encore effectif, une largeur de 25 mètres, soit à peu près le double de la largeur de l'ancien pont, parce que selon les secteurs, l'ancien pont, l'actuel, avait une largeur de 10,5 à 12,5. Donc, pour canaliser un trafic de plusieurs milliers, si vous voulez, de véhicules de toutes sortes, véhicules mécaniques avec les pousse-pousse, les vélos, véhicules motorisés, c'est-à-dire les motos, les véhicules automobiles de toutes sortes, des camions aux véhicules utilitaires, en passant par les voitures personnelles, sans compter finalement les piétons. Donc si on prend seulement l'effectif des véhicules motorisés, 4000 véhicules par jour, je crois que le chiffre de 40 000 me semble être un peu, peut-être, je crois qu'il y a eu un lapsus, je crois 4 000, parce que 40 000, ça me paraît quand même exorbitant. Oui, c'est peut-être 4 à 5 000 véhicules, c'est déjà énorme. Donc, pour, à la limite, drainer, parce qu'il faut bien dire que quand ce pont sera mis en circulation, je parle du nouveau, peut-être que ça donnera le temps aux autorités de refaire l'actuel qui est assez dégradé et qui a fait l'objet, on le sait, de plusieurs opérations de réparation avec pratiquement les temps morts que cela a comporté, sans compter que lorsqu'un engin se mettait en travers finalement de cette voie, c'est pratiquement toute la circulation entre les deux rives qui était paralysée. Donc ça ne me semble pas, étant donné le rapprochement spatial entre les deux ponts, il y a qu'un jeu de pierre qui sépare 8 à 10 mètres, il me semble bien que de toute façon, aux entrées, l'espace appelé à accueillir les entrées et les sorties de ces ponts-là sont trop exigus, à mon avis, parce qu'on voit la configuration, à moins de faire des destructions énormes. Mais il me semble que le périmètre désigné pour accueillir, vous voyez, les équipements, voyez, des sorties sont trop exigus pour pouvoir abriter des échangeurs de haut débit. D'accord, merci pour ça. Oui, vous permettez, on va revenir à vous. Le temps pour nous également de donner la parole à Charles Fongan. Et quand on regarde quand même ce qui a été fait, le professeur Charles Keyefodop le soulignait encore tout à l'heure, on a comme l'impression qu'on a privilégié le pont sans pour autant regarder les différentes sorties. C'est vrai qu'on parle d'une emprise de pratiquement 25 mètres. Bon, mais on aurait quand même souhaité, pourquoi pas, élargir davantage la chaussée avant et après. Toujours est-il que même si on a 5 voies, on va finir toujours par aboutir sur un petit espace qui ne faciliterait toujours pas la mobilité des engins. Là est le problème, c'est-à-dire on a l'impression que le pont va réussir et contribuer à réduire les bouchons sur le pont. C'est-à-dire que, mais une fois qu'on sort du pont ou à l'entrée du pont, on va vivre pratiquement les mêmes difficultés qu'on a aujourd'hui. Nous savons très bien qu'il y a quelque temps, on nous avait annoncé que ce pont sera plutôt construit du côté de Mbania. C'est-à-dire que nous attendions que le pont passerait, c'est ce fleuve Ouvry, mais très long, à plusieurs kilomètres de celui-ci. Nous avons été surpris d'apprendre progressivement qu'il sera construit non loin de celui-ci. Au point où on se demande très bien comment est-ce qu'une fois les véhicules sortis du pont ou à l'entrée du pont, comment est-ce qu'ils vont se comporter. Et comme l'a si bien dit le professeur, nous imaginons mal comment est-ce qu'on réussira à construire des échangeurs véritablement gigantesques comme on a dans d'autres pays pour essayer de résoudre le problème. Et si tant est qu'on prévoit ces échangeurs-là, ce n'est pas prévu dans le plan parce qu'on a vu la maquette. On n'a pas vu dans cette maquette-là, à la sortie du pont. Plutôt du pont. Du pont. On n'a pas vu à la sortie du pont s'il y a quelque chose qui est prévu dans ce cas-là. Mais si le pont est construit,
dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, cela ne va pas véritablement résoudre le problème. Cela va résoudre le problème des difficultés de traverser du pont, mais à la sortie du pont, on aura pratiquement les mêmes problèmes et je veux bien croire qu'on ne serait pas sorti de Belge. Urbaniste de votre état, professeur, où est partie la voie de contournement tant attendue? On se serait justement attendu à ce qu'on mette plus d'énergie du côté de la voie de contournement pour permettre justement de décongestionner Bonaberi, Bonasama et tous les quartiers environnants pour permettre à ceux qui partent du côté de Mongo ou de l'Ouest, pourquoi pas d'arriver à bon port sans véritable problème d'embouteillage. Oui, cette voie de contournement fait partie quand même des priorités, comme le pont ou les ponts que l'on attend. Et peut-être qu'il aurait été, comment dirais-je, efficace d'abord de construire ces voies de contournement ou de mener, pourquoi, ces tâches de fond. Parce que généralement, lorsque on évoque l'insuffisance des moyens, j'ai l'habitude toujours de dire que les États et les gouvernements ont les moyens de leur politique et que lorsqu'on n'en a pas, on joue quand même sur la coopération pour les obtenir. On joue sur la coopération. Et c'est dommage, de toute façon, qu'on n'ait pas pensé à cette voie de contournement. Bon, bien sûr, on en parle, c'est un projet, mais dans combien de temps? Parce que je suis de ceux qui pensent que la vie n'attend pas et qu'il faudrait au moins qu'on puisse décréter, comme je le dis à propos de l'étroitesse des voiries, qu'on devrait pouvoir décréter les normes à attribuer aux rues. Parce que quand on nous dit, on fait des projets, c'est à construire, etc., c'est dans combien de temps? Et il faudrait que nos dirigeants puissent dire, dans le délai, dans le mandat que nous avons, nous aurons à faire ceci, et comme ça, lors du renouvellement des mandats, on pourrait à ce moment-là les juger sur un certain nombre de réalisations. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas mis en place ces voies de contournement qui auraient aidé à résoudre, ne serait-ce que réduire, parce que bon, on ne peut pas annihiler tous les problèmes, on peut au moins atténuer la portée des problèmes. Le problème numéro 1 qui se pose à Douala comme à Yaoundé ou à nombre de villes camerounaises, c'est le problème de la circulation. Hier, si vous me passez l'expression, puisque je suis arrivé dans la ville de Douala hier, oui. Alors figurez-vous que nous avons passé 45 minutes dans le bus qui nous a ramenés de Yaoundé jusqu'ici, 45 minutes sur place, mais heureusement que ce n'était pas par temps chaud. On a déjà vécu des scènes à la limite dramatiques, d'arrêt, de bus, par exemple, sur la traversée du pont. Ça nous est déjà arrivé. Nous avons vécu en tant qu'observateurs, en tant que chercheurs. Vous voyez des scènes comme ça, où on voyait des enfants hurler dans le bus, des populations s'énerver, parce que ces difficultés de circulation à l'intérieur des organismes urbains, un organisme urbain comme Douala, s'accompagne non seulement de fatigue, de stress, si vous voulez, sur le corps humain. Donc, on a voulu résoudre un gros problème et on en a créé un autre. Je pense, j'ai dit tantôt qu'on n'est pas encore sorti le Belge parce qu'on prévoit de résoudre un problème, on ne l'a pas encore résolu. À Yaoundé, il y a eu un début de solution. Vous avez vu qu'à l'entrée de la ville de Yaoundé, on a pu désengorger en créant une pénétrante qui sort par Méndon. Je pense qu'on aurait pu penser à des ouvrages de ce genre où, au niveau de la ville, on pense à d'autres voies de contournement pour essayer de désengorger. Mais au niveau de Douala, on se rend bien compte que c'est encore difficile. Le problème du pont de Douala se pose, mais il y a d'autres ponts. C'est-à-dire, quand vous venez de Yaoundé, là, c'est bien dit, le pont sur la Dibamba, nous devons penser désormais à multiplier les ponts sur les différents fleuves pour essayer de faciliter véritablement on l'a également vu, quand le pont sur la Dibamba était en réflexion, pareil, le pont en réhabilitation, voilà. Les gens ont beaucoup souffert. Pareil sur le pont. Pour le pont sur la Sanaga, les gens ont beaucoup souffert quand il était en réhabilitation. Pourtant, s'il y en avait plus d'un, ça aurait facilité peut-être des choses. Et aussi, il faut se noter qu'au-delà du pont, il faudrait qu'on pense également, comme là c'est bien dit, qu'on ne vit pas en ville comme on vit au village, qu'il faut éduquer les citoyens, les populations qui ne comprennent pas très bien. C'est-à-dire, ailleurs, on prévoit les voies pour une catégorie, soit de véhicules. Les piétons ont sûrement une voie. Il faut donc éduquer, amener les gens à comprendre qu'effectivement, on doit respecter
ces différentes voies-là pour éviter effectivement d'avoir des bouchons. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et on est obligé, même les feux qui sont censés jouer ce rôle-là n'existent pas sur le pont. C'est qu'on regarde. Il faut venir les militaires, les policiers qui sont là pour régler la situation. Quelquefois, eux-mêmes, ils sont débordés et on a toujours des gens qui ne respectent pas les injonctions de ces policiers-là, qui essaient de forcer le passage et ça crée tous les problèmes qu'on connaît. Et avec le pont en construction, nous ne voyons pas très bien comment est-ce qu'on pourrait contourner ces difficultés-là. En tant qu'observateur, avait-il la scène sociopolitique, professeur, le président Biya dit que ce pont se situe avec d'autres infrastructures en construction ou projetées dans un vaste programme de construction, la modernisation de notre pays sur ce plan comme sur d'autres, comme l'énergie, la santé, l'éducation et l'immobilier. Êtes-vous d'avis avec lui? Écoutez, oui, au moins en partie, si l'on en croit les réalisations qui sont en train d'être faites à travers le pays. Je ne vais pas faire le travail qui n'est pas le mien en citant un certain nombre de réalisations en matière de voies de communication routière. Aujourd'hui, on peut aller aisément en bus de Yaoundé ou même d'ailleurs de Douala jusqu'à l'extrême nord du pays. On voit par exemple des compagnies de transport comme par exemple le touristique, je ne fais pas la publicité, qui amènent des passagers depuis de Douala et donc qui peuvent partir sans rupture de charge de Douala à Maroua, vous voyez, sur au moins 1200 km. Si l'on en croit les réalisations en cours dans le domaine de la production hydroélectrique, avec, si vous voulez, Lompangar, Memvelé, etc., et puis d'autres chantiers, au niveau aussi des villes. Donc, il y a quelque chose qui se fait, mais j'ai l'habitude, en tant qu'observateur et en tant quand même que quelqu'un qui est soucieux du progrès et du développement de notre pays, et on sait que le Cameroun a un énorme potentiel de développement, qu'il faudrait qu'il y a plus de choses, voyez, à construire et à un rythme qui devrait être très rapide pour rattraper le retard qu'on a pris pendant de nombreuses années. Donc vivement que ces chantiers puissent se poursuivre, mais qu'on puisse les réaliser dans les normes. Et si ailleurs on peut apprécier que les barrages hydroélectriques aient été menés, dans le cas de Douala, il me semble que ça a été une fuite un peu en avant, parce que comme le jeune collègue l'a dit, peut-être qu'il aurait fallu construire au moins ce second pont-là à 500, voire 1 kilomètre, parce qu'il y a eu des projets, et il a parlé de Mania, mais il y a aussi, on a à un moment pensé qu'on pouvait faire un pont avec franchissement à hauteur de Bonamoussadi, et ça éviter que quelqu'un venant par exemple de Yaoundé ne puisse passer par le centre-ville, puisse donc prendre ce qu'on peut appeler la rocade à ce moment-là, est-ce que c'est Est, pour se retrouver donc directement à Bonamoussadi et franchir le fleuve s'il veut se rendre dans le département du Mongo, dans les régions du sud-ouest, de l'ouest, du nord-ouest et au-delà vers le Cameroun. Justement dans la perspective de cette voie de contournement dont on parlait, qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, donc il y a un certain nombre de réalisations qui sont faites. Est-ce que c'est souvent dans la précipitation? Parce que comme cette réalisation, il faudrait qu'un jour on puisse réfléchir ou expliquer aux gens pour qu'ils comprennent pourquoi on a mis le pont là. Peut-être que c'était la solution la plus rapide, mais je ne vois pas comment on va résoudre le problème des embouteillages aux entrées et aux sorties. Finalement, parce que quand on dit 7 mètres qui séparent les deux ponts, donc ça veut dire que si vous comblez ce vide de 7 mètres, on aura construit un pont, vous voyez, d'une longueur, si vous mettez 25, plus 12 de l'ancien, et puis à peu près 7 mètres de différence, on aura un seul pont large à peu près de 40-45 mètres. On aura un seul pont, alors que dans un certain nombre de pays de même niveau de développement comme le Cameroun, on prend la Côte d'Ivoire, il y a déjà 3 ponts fonctionnels qui permettent de franchir la lagune Ébrié, et peut-être qu'il y a
quatrième pont qui est projeté. Et puis, bon, on a entendu des gens dire, bon, de toute façon, hein, la lagune n'est peut-être pas le fleuve Vouri, mais on aurait bien pu citer, par exemple, le Nil. Parce qu'il y a un certain nombre de ponts qui engendrent le Nil à hauteur de la ville du Caire. Il y a au moins 6 à 7 ponts, on ne va peut-être pas les citer tous. Et je dis, évidemment, nous avons quand même les moyens, même si on n'a pas les moyens financiers ou les moyens matériels, on a quand même les moyens humains. D'accord. On sait également que à Douala, le président de la République a également profité de cette occasion pour annoncer la poursuite d'autres travaux routiers d'importance. À bref délai, il s'agit notamment de la première phase de l'autoroute entre Yaoundé et Douala, de la route Kumba-Manfé, de la poursuite des travaux sur la Ring Road pour des voies environnantes. Est-ce un aveu de culpabilité ou un réveil tardif? Vous qui êtes également homme politique, chef. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a eu trop de promesses sur le prétexte d'un pont. C'est-à-dire que il y a un pont qui arrive dans des pays de niveau de développement inférieur à ceux du Cameroun, parce que je parle du Bénin, sur la lagune Ébrié, effectivement, à Cotonou. Vous voyez que ce n'est pas un seul pont. Et ces ponts-là existent depuis très longtemps. Donc, quand on décide d'en faire un quatrième, parce qu'il y en a déjà 3, si on veut en faire un quatrième, ça ne sera pas avec tout ce tapage-là. C'est-à-dire le président Biya a profité de son séjour, effectivement, pour faire des promesses, pour renouveler des promesses. En fait, pour nous, on a eu l'impression que c'était un véritable disque rayé. Un disque rayé des promesses. On a eu l'impression que c'était déjà entendu. La Ring Road, la route Kumba-Manfé, il y a très longtemps, l'autoroute de Yaoundé, il y a très longtemps qu'on ne parle d'autoroute. À un moment, on nous a même présenté quelque chose qui ressemblait à la maquette. La route Kumba-Manfé, il y a très longtemps qu'on a promis à ces populations-là. À la veille de chaque élection, on annonçait qu'il y a des routes comme celle-là qui seraient construites. Mais on a donc l'impression que le président Paul Biya ne fait qu'à sa guise, alors qu'il est là pour poser des actes qui vont contribuer directement au développement et améliorer les conditions de vie des citoyens camerounais. On a l'impression qu'il veut un peu se mettre en exergue et à chaque fois, il va réveiller ce qu'on peut causer comme des vieux démons qui hantent les Camerounais pour leur dire « Ok, on va mettre fin à cette hantise-là et voyez ce qu'on vous propose. » Il y a eu beaucoup de promesses. Moi, j'ai bien peur que ces promesses ne se réalisent jamais. Pourquoi? Parce que c'est des promesses qui n'ont pas... Il n'y a pas un rythme. C'est-à-dire, on vous dit... La route Kumba-Manfé sera construite. On ne lui donne pas un timing, on ne dit pas dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans. Au point de donner la possibilité aux Camerounais d'apprécier et de juger dans 2 ou 3 ans si cela a été fait, si les promesses ont été tenues ou pas. On vous dit la route Kumba-Manfé, l'autoroute, mais il n'y a pas un timing. Et du coup, il n'y a pas de rythme. On ne sait pas exactement à quel moment et à quel moment cela sera exécuté. On a l'impression qu'au Cameroun, tout est élastique. C'est-à-dire que ce sont des promesses, c'est comme des promesses. On dit que les discours n'engage que ceux qui veulent bien y croire. Donc pour nous, jusqu'à présent, ça reste des discours. Nous attendons la matérialisation de ces discours. Il y a un autre point que j'aimerais relever, c'est que tous ces projets-là sont faits sous la forme des prêts. C'est-à-dire qu'on apprend qu'il y a prêt de telle structure, de telle... C'est quand même difficile. On se demande toujours, est-ce que le Cameroun, pris en tant qu'État, ne peut pas dégager de la ressource pour pouvoir quand même mener certains projets de développement? C'est-à-dire, on inscrit souvent certains projets dans le PIB. Est-ce que notre budget ne peut pas nous permettre de dégager 100 milliards, c'est pas, pour réaliser ce nombre d'infrastructures. Parce que plus tard, vous apprendrez qu'on a bien voulu faire telle route, mais on n'a pas pu avoir des bailleurs pour soutenir. Donc, à chaque fois, on annonce parfois comme ça, alors qu'on n'a pas encore des gens qui ont accepté de financer. Le pont sur le Vouri, on l'a vu. À un moment, on a dit qu'il n'y avait pas de bailleurs qui étaient prêts à financer. À un moment, on a appris que l'AFD voulait se retirer parce que pour les Français, si ce pont n'était pas donné à une entreprise française, ils ne financeraient pas. Donc, on fait des annonces alors qu'au même moment, on n'est pas encore sûr, on n'a pas encore pu regrouper toute la ressource qui permet vraiment de réaliser ces promesses-là. Voilà, professeur, peut-être on va sortir de cet aspect avec vous. Quand on sait que Charles Fongan l'a souligné tout à l'heure, on fonctionne sur le régime des prêts au moment où le budget d'investissement public n'est même pas exécuté à hauteur de 30%. On a comme l'impression qu'on est sur liquide, il y a de l'argent, on n'investit pas. En même temps, on continue à emprunter. Le problème se situe à quel niveau selon vous? Écoutez, je ne suis pas dans le secret, si vous voulez, des gouvernants pour savoir où se trouve le problème. Et justement, quel est votre avis à ce niveau? Mon avis est que tout simplement, cela relève
de ce qu'on peut. C'est vrai que quelqu'un me dira, comme d'ailleurs le chef de l'État l'a dit une fois dans l'un de ses discours, vous voyez, l'art, si vous voulez, est difficile et la critique facile. Hein, peut-être qu'on dira toujours qu'on n'est pas à la place des dirigeants, mais quand on voit, justement, comme Chifongan le disait, que le pays a quand même des ressources. Le Cameroun est producteur quand même de pétrole, même si on n'a jamais eu des indications précises sur non seulement la production, mais les revenus du pétrole. Encore que pendant longtemps, l'argent du pétrole n'a pas fait partie du budget du Cameroun et que pendant longtemps, ça a fait partie d'un compte hors budget et qu'il a fallu que des instances internationales puissent intervenir pour qu'on intègre ce pétrole-là dans le budget. Et on a un certain nombre de ressources agricoles, ressources forestières et puis de plus en plus des mines qui sont à explorer et surtout à exploiter dans les milieux. Moi, je pense que cela, puisque ce sont des ressources d'exportation, cela procure des devises au pays qu'on devrait utiliser pour financer un certain nombre d'équipements comme les routes, comme les centres de formation, les établissements sanitaires, les ponts, etc. Et donc, on ne comprend pas que chaque fois on puisse faire appel à des prêts, parce que cela représente, si vous voulez, un lourd tribut pour les générations, parce que les prêts qu'on contacte au nom du Cameroun, il y a des générations qui auront à les payer, à moins que les États ne se comportent comme des gangsters et ne disent « nous mettons fin, nous ne reconnaissons pas les dettes contractées ou les prêts contractés par nos prédécesseurs ». Ce qui est pratiquement impossible quand on connaît les moyens d'oppression et de pression. Absolument, ce qui est d'ailleurs impossible. C'est quand même dommage qu'un pays comme le nôtre, et cela ne me surprend pas parce que on prend des décisions à contresens, à contre-courant, et j'ai l'habitude de dire que, vous savez, le Cameroun, après avoir été catalogué comme pays à revenu intermédiaire pendant un certain nombre d'années, un autre pays qui avait été pendant un certain nombre d'années présenté, je dirais peut-être, est-ce que c'est à tort, comme un modèle de développement économique, a été, vous voyez, à la demande des dirigeants de notre pays, rétrogradé au rang de PPTE en 2001. Donc voilà, et comme on est dans une situation où, bien entendu, au niveau inférieur, des décisions inférieures, on peut demander des comptes. Je suis enseignant, mon recteur peut peut-être me demander des comptes. Et là aussi, même dans les entreprises, les employés doivent rendre compte. Bon, on est dans un contexte où nos dirigeants ne rendent compte finalement à personne, où on n'établit pas des bilans, où on n'est pas toujours informé. Peut-être qu'on nous dira que, évidemment, on n'a pas à se mêler de connaître quel est le véritable budget de notre pays, comme d'ailleurs pour terminer, un ancien administrateur, vous voyez, des hydrocarbures avait dit que les Camerounais n'ont pas à savoir ce que le pétrole extrait de leur sous-sol rapporte. En tout cas, parlant justement d'hydrocarbures, parce que c'est vous qui l'avez évoqué, on sait également que pour lui était du côté de Passy, où il a procédé au lancement effectif des activités de la société Aurélios sans publicité. Je vous propose d'écouter ce reportage qui nous situe quelque peu sur les enjeux de cette cérémonie. Il faut aller chercher dans les annales de l'histoire pour faire connaissance avec le champ gazier de Logbaba. La découverte du gaz ici est faite entre 1955 et 1957 par la société Elf qui prospectait du pétrole. L'absence du marché pour le gaz à cette époque a conduit à la scellée des puits. L'essor technologique du 21e siècle aidant, deux puits de gaz, chacun de 3000 mètres de profondeur, seront forés en 2010 avec des réserves de gaz évaluées à 49 milliards de pieds cubes par la société Rodeo Development. En avril 2011, l'obtention du décret d'exploitation signé par le président Paul Biya va permettre l'exploitation commerciale de cette découverte. En 2012, débutera la construction de la centrale de production à gaz sous pression et 20 km de gazoducs construit autour de la ville de Douala. Bâti sur une superficie d'environ 64 km², le débit de production quotidien du champ gazier de Logbaba
est actuellement de 56 600 mètres cubes, soit l'équivalent de 2,5 millions de pieds cubes de gaz. Le développement du champ gazier de Logbaba, inauguré ce jour, emporte avec lui de nombreux avantages. L'on peut citer entre autres le transfert de technologie et la création de nombreux emplois. C'est donc une révolution industrielle sur la voie de l'émergence du Cameroun qui a définitivement pris corps ce 14 novembre 2013. Merci à Donald Ayouzoua qui a bravé justement la rudesse de la chaussée pour assister à cette cérémonie. Juste un mot, parce qu'on a un sujet qui nous intéresse de prime abord. Il s'agit du sujet relatif à Oyasounel. Juste en quelques mots, une visite comme celle-là, est-ce que cela valait la peine du côté de Ndopassy? C'est toujours, du point de vue du Camerounais que je suis, quelque chose d'heureux de savoir qu'on inaugure. Vous voyez, à la limite, c'est honorifique, c'est symbolique ou... Écoutez, c'est à la fois honorifique pour les populations de Douala qui ont là l'occasion de voir de très près leur chef de l'État, car la fonction quand même de chef de l'État est une fonction très exaltante. Vous voyez, on voit comment les gens se battent à travers le monde pour devenir quand même chef d'État. C'est une fonction aussi trop lourde à porter pour la personne qui en a la charge. Donc, c'est peut-être l'occasion pour le président de la République, vous voyez, d'entrer en contact avec son peuple, parce que dans son palais d'Etoudi, où il doit réfléchir non seulement sur ce que va devenir peut-être le pays, sur les problèmes qui se posent au pays et sur la manière de bien conduire les relations du pays avec le monde extérieur, car le Cameroun ne peut pas, dans un contexte de mondialisation que nous vivons, voyez, se replier sur lui-même. Donc c'est une occasion pour le président donc d'entrer en contact et de communier finalement avec son peuple, et pour nous autres de savoir quand même qu'on a là une usine qui va pouvoir en fait produire le gaz, et soit le gaz industriel ou le gaz domestique industriel en quantité. Si c'est industriel, donc peut-être qu'on peut, à partir de là, c'est comme par exemple, vous voyez, les sous-produits, par exemple du pétrole. J'espère qu'on va pouvoir au moins, pourquoi pas, extraire le gaz de butane, encore que peut-être qu'on en produit du côté de Kribi, et faire en sorte que le prix de cette énergie, très indispensable à une population qui s'urbanise de plus en plus, parce que dans les villes, on ne peut plus faire, vous voyez, la cuisine comme au village, c'est la cuisine au gaz généralement butane, et de faire en sorte que le prix de ce produit essentiel et je dirais indispensable à la vie, vous voyez, en famille, puisse diminuer et être à la portée de la bourse des millions de Camerounais. Cette bourse qui est, on le sait, très très faible. Voilà Charles, on sait quand même qu'on a appris que c'est l'une des premières industries en Afrique subsaharienne. C'est un projet important parce qu'il va générer quand même beaucoup d'emplois. On parle de 300 emplois à peu près, et va procéder à l'allègement des pressions sur le réseau électrique parce qu'il va davantage profiter aux industries qui utilisaient de manière assez importante l'énergie électrique. Oui, le RAS apprécie à sa juste valeur toute initiative qui peut améliorer les conditions d'accès à l'énergie des Camerounais. Nous pensons très bien qu'avec l'inauguration de cette usine de production, il y aura des répercussions positives au niveau des entreprises, et cela va également alléger la gourmandise des entreprises vis-à-vis de l'énergie produite, l'énergie électrique. Et en ce moment-là, on pense que ce surplus, ce qu'ils vont donc abandonner pourrait être redistribué aux familles. Mais j'ai envie de dire également que pour moi, l'inauguration, il fallait choisir entre inauguration et pose de la première pierre. Moi, je préfère l'inauguration. L'inauguration, c'est un acte bien matérialiste, quelque chose de concret, et dont les bénéfices peuvent être immédiats. Alors que pour ce qui est de la pose de la première pierre, quelquefois, on a bien peur, on attend de voir si on n'en est qu'au début, si on peut aller jusqu'au bout. On a vu beaucoup de premières pierres qui n'ont pas abouti.
Restons toujours dans l'actualité pour parler de ce départ de Sonel. On sait que l'information sur le départ de cette entreprise du Cameroun a fait le chou gras de la presse, tant nationale qu'internationale. Beaucoup de choses ont été dites. Mais ce qu'on peut retenir de cette actualité, c'est que AES Sonel a cédé la totalité de ses activités au Cameroun au fonds d'investissement britannique Actis, pour la somme de 220 milliards de dollars américains. Et selon le président directeur général de cette firme américaine, il est convaincu que le repreneur, qu'est Actis, va poursuivre avec la politique d'infrastructure justement initiée par cette entreprise. D'accord, je le disais tout à l'heure, concerne la totalité des actifs d'AES Sonel au Cameroun et englobe ainsi, outre AES Sonel, les filiales Kribi Power Development Corporation et Dimamba Power Development. On va écouter, si vous le permettez, messieurs, un bref entretien réalisé par nos confrères de la télévision nationale avec le directeur général de AES Sonel Afrique. Monsieur le directeur général, quelle est la situation de AES Sonel aujourd'hui avec le Cameroun? AES Sonel continue sereinement ses activités au Cameroun. AES est concessionnaire du secteur de l'électricité. Cette concession se poursuit. Elle va durer encore jusqu'en 2021. Et quelle que soit la situation, nous devons exercer sereinement notre activité et servir le Cameroun. Jean-Marie? Oui. Qu'est-ce qui explique la vente des actions de AES Actis, qui est un fonds d'investissement? Vous m'embarrassez là parce que je n'aimerais pas beaucoup trop parler d'un dossier qui est sur la table du gouvernement avant que le gouvernement ne prenne sa décision. Mais vous avez quand même publié un communiqué qui annonce cela. C'est vous qui avez publié le communiqué, pas le gouvernement. J'ai publié ces communiqués parce que le lendemain, AES devait aux États-Unis publier cette vente parce qu'elle devait se conformer aux règles de la bourse à New York. Je l'ai publié, cette vente s'est faite, mais sous condition que le gouvernement ne s'y oppose pas. Maintenant, si vous voulez avoir plus d'explications, effectivement, AES a redéfini sa stratégie dans le monde. AES est présent dans 29 pays dans le monde. Et ses actionnaires trouvaient que c'était beaucoup trop de dispersion, que sa stratégie n'était pas... Maintenant, monsieur le directeur général, si le gouvernement s'oppose à la vente... Si vous permettez. Donc, AES a redéfini sa stratégie et s'est retiré aujourd'hui de 8 pays dans le monde. Le Cameroun est le 9e. Donc, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Mais pourquoi avoir choisi Actis? Ce qu'il est aussi intéressant de mentionner, c'est qu'à l'opposé de ce qui s'est passé à la privatisation en 2001, où il n'y avait pas beaucoup de candidats pour reprendre Sonel, là, ils ont eu une offre importante de sociétés qui sont présentées et selon leur appréciation des besoins du Cameroun et leur appréciation de ce qu'ils attendaient, Actis était le meilleur candidat. Monsieur le directeur général, si le gouvernement s'oppose à la vente, maintenant, il y a une convention entre le Cameroun et AES. Que dit cette convention? Elle dit qu'en cas de changement de contrôle, effectivement, le gouvernement doit être notifié et dans les 90 jours, il peut dire non. S'il dit non, il a deux possibilités. Soit racheter lui-même ses actions, soit demander qu'un tiers les achète. Est-ce que Actis a les capacités techniques, le know-how parce que la privatisation, l'État du Cameroun cherche un partenaire stratégique. Aujourd'hui, Actis est un fonds d'investissement. Il a la technique pour exploiter, pour distribuer l'électricité au Cameroun. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Actis est issu de la CDC, qui était un organe créé par le gouvernement britannique en 1948. Voilà, c'était un extrait de M. Jean-David Billet, directeur général de Sonel, qui revenait justement sur tout ce qui a été fait autour de cette session de part de cette société. Vous avez bien compris les explications. Charles Fongan, vous qui êtes justement le président national du réseau associatif du réseau
des associations, réseau associatif des consommateurs d'énergie. Oui. Voilà. Comment avez-vous justement accueilli un commentaire justement sur cet entretien avec Jean-David Billet? Moi, je pense que pour la vente, la cession de ASONEL, des actions de ASONEL Artis était dans l'air du temps. Et à la suite, nous avons commis une déclaration pour dire que nous nous opposions à cela. Nous applaudissions le fait que ASONEL parte du Cameroun parce que quelques temps auparavant, nous avons fait une déclaration pour demander à ASONEL de partir tant et que cette entreprise ne peut pas satisfaire les Camerounais. Donc à un moment, on s'est dit, OK, ça fait une bonne chose parce que là, on a été écouté. Mais très vite également, on a commencé à s'interroger sur le devenir des consommateurs une fois que ASONEL serait parti. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut nationaliser? Est-ce qu'il faut que l'État puisse faire rentrer dans le giron de l'État, pratiquement? Et dans ce cas-là, il faudra donc rembourser AES qui s'en va. Et ensuite, on a appris que AES a déjà décidé de vendre ses actions à un investisseur qui est Actis. Et là, la situation dans laquelle les consommateurs se trouvent est très ambiguë. C'est-à-dire que nous avons peur comment je veux dire, c'est un peu comme si c'était dans le vide. C'est-à-dire avec l'État, nous ne savons pas exactement ce qui nous attend. Pareil avec Artis, qui est un nouveau venu, à qui on oppose beaucoup de garanties. L'État également, de ce côté, aura-t-il des ressources, aura-t-il les pleines capacités pour on en parlera, si vous le permettez. On va revenir justement sur cet aspect avant la fin de cette émission. Professeur Kenyé Fodop, comment avez-vous justement accueilli cette actualité? Est-ce que le bilan dressé par certains syndicalistes qui continuent à croire que la fourniture en énergie électrique au Cameroun est approximative sur l'ensemble du triangle national et que la faible couverture des zones rurales, les coupures intempestives, l'énergie électrique, en fait, une série de mots qui auraient facilité justement et pourquoi pas amener les uns et les autres à croire que SONEL devrait en principe partir du Cameroun? Oui, il est de notoriété publique que ASONEL n'est pas parvenu, comme d'ailleurs l'entreprise nationale, même SONEL, à couvrir de manière efficiente les besoins des différentes composantes sociales, économiques, industrielles du pays en énergie hydroélectrique, pour des raisons qui sont finalement diverses, soit parfois, il faut bien le dire, soit incompétence, parfois du personnel en charge de ces questions peut-être très techniques, soit encore insuffisance du réseau de distribution, parce que bon, évidemment, lorsque on dit bien qu'on ne peut apporter de l'énergie qu'aux populations finalement solvables et que si vous êtes isolé dans votre secteur, on ne peut pas étendre le courant jusque chez vous, alors que dans les sociétés développées, quel que soit l'éloignement des fermes, vous êtes en Europe des centres urbains, parce qu'on parle des droits à l'éducation, droits au travail, il devrait y avoir aussi des droits à l'eau, des droits à l'énergie. Donc là, à mon avis, est l'essentiel. On parle aujourd'hui de reprise par l'État de la société ou de cession de la société par ASONEL à Artis, mais je dis cette société en charge, disons, de la distribution de l'électricité, comme la société en charge de la distribution de l'eau n'aurait jamais dû être cédée. Oui, ça c'est toute une autre question, voilà. Professeur. Je reviens à vous. Le temps pour moi de dire que ce qui est sûr, c'est que le groupe AES argue que la filiale Cameroun est un gouffre à sous au regard des investissements qu'ils ont opérés. Ici, ils évoquent d'ailleurs le fait que le Cameroun ne représente même pas près d'1% dans les bénéfices d'AES. Êtes-vous d'accord avec ce décor assez obscur présenté justement par le groupe AES? C'est difficile d'y croire, quoique ce sont des statistiques qui sont propres à ASONEL. Ces statistiques qui sont rendues publiques par ASONEL. Très bien, on dit qu'il y a des rétrocommissions, qu'il y a des subterfuges qui permettent parfois d'engranger des rétrocommissions que nous ne maîtrisons pas. Peut-être ça, c'est la face visible. Bon, maintenant, si ASONEL décide de partir, on peut bien penser, on peut arriver à croire que peut-être que l'entreprise n'a pas pu
atteignent les objectifs qui étaient les leurs, qui étaient peut-être d'engranger un peu plus de bénéfices qu'ils n'en ont eu jusqu'à présent. Donc cela peut justifier. Mais si on voit le montant, c'est-à-dire si AS Sonel décide de céder à 110 milliards, 220 millions de dollars, 110 milliards de francs CFA, pour une structure qui avait été rachetée à 30 milliards, c'est vrai qu'il y a eu d'autres investissements. Si on essaye de faire quand même les calculs, on peut quand même dire que AS Sonel s'en sort dans cette transaction-là. C'est-à-dire qu'on peut bien penser qu'à un moment, AS Sonel a pensé que c'était le moment de céder pour essayer d'engager quelques sous qui lui permettraient de faire des investissements ailleurs. Donc, tout cela est stratégique. Ce sont des investisseurs, c'est des gens qui sont là pour faire des bénéfices, pour gagner de l'argent. Et on peut bien croire que dans une telle transaction, il y a quand même une plus-value qui se dégage. Alors on sait que la vente est effective. Hein. On l'a souligné tout à l'heure, vous l'avez d'ailleurs compris avec le directeur général Jean-David Billet. Et on n'attend plus que la réaction du gouvernement. Vous aviez embrayé justement avec cet aspect. Est-ce qu'on devrait accepter la proposition, la cession des parts de Sonel à Actis ou pourquoi pas rechercher d'autres investisseurs? Quel est votre avis là-dessus, professeur? Écoutez, rechercher d'autres investisseurs, tout dépend s'il s'agit toujours des investisseurs. Et si c'est des investisseurs, c'est qu'on se tourne encore vers le privé. Hein, l'État peut se Alors, constituer. vous êtes d'avis justement que l'État récupère justement ces fonds, au moins en ce qui concerne l'électricité et en ce qui concerne l'eau, comme au moins un investisseur technique. Parce que ces ressources, l'eau, l'électricité font partie de ce que j'appelle des ressources de souveraineté et qu'un État qui ne contrôle pas la distribution de l'électricité, c'est-à-dire en distribuant l'électricité ou en distribuant l'eau à toute sa population, n'a pas vraiment une souveraineté. Et donc ça fait partie de ce que j'appelle les vecteurs de souveraineté qu'on ne devrait sous aucun prétexte, même si on nous dit que de toute façon c'est sous la pression des bailleurs de fonds, hein, il y a eu ces politiques d'ajustement structurel que le pays a adopté et mis en œuvre, dit-on malgré lui, qu'on ne peut sous aucun prétexte, si vous voulez, céder au secteur privé. Justement, c'est un avis que ne partage pas Charles Fongan et qui continue à croire que l'État serait incapable de reprendre totalement la gestion de l'entreprise quand on sait que le sort des employés, le sort des actionnaires... Oui, en fait, je veux dire ici... Une chose où vous n'êtes pas de cet avis. Non, quel que soit le repreneur, celui-là, il aura le RAS en face, il aura les consommateurs en face. Si c'est l'État, nous allons continuer à demander une qualité de service meilleure pour les consommateurs. Si c'est un autre repreneur, ce sera la même chose. Mais en l'état actuel des choses, quand on essaie de regarder, de peser, c'est vrai que l'électricité, ce sont des secteurs de souveraineté. Mais nous, on se pose la question de savoir si aujourd'hui, l'État décide de rentrer ce secteur dans son giron, est-ce qu'il aura les pleines mesures, les capacités, les techniques financières? Il faut d'abord rembourser celui qui va s'en aller, parce que à Sonel, il faudra peut-être le rembourser 110 milliards. Mais en l'état actuel, est-ce que le Cameroun ne dispose pas de 110 milliards de francs CFA? Je pense que non, le Cameroun n'en dispose pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toute la capacité installée de Sonel, on est entre 1216, donc environ 1300 mégawatts. Et maintenant, l'État est plus dans la logique où il faut construire des barrages, il faut investir davantage pour augmenter cette capacité-là. Si on considère aujourd'hui qu'elle est restée à 1300, est-ce que l'État aura encore à rembourser pour tout simplement gérer ces 1300 qui existent, environ 1300? Je pense que l'État doit avoir sûrement de priorité. Mais maintenant, on sait également que l'État a d'autres ressources, on ne sait pas. Nous savons, on a dit qu'il y a l'argent du pétrole, quelquefois, il y a des comptes cachés, peut-être qu'il y a une caisse noire. Si l'État peut puiser dans les caisses noires et rembourser, et continuer également à investir pour augmenter les capacités de production à travers soit d'autres barreaux centrales qui peuvent être créées, ce serait une bonne chose. Mais pour nous, les consommateurs, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une électricité en qualité et en continu, en permanence. Quel que soit l'opérateur que nous aurons en face, si c'est l'État, vous pouvez être sûr que l'État nous aura en face. Si c'est Actis nous aura toujours en face. Toujours est-il que les intérêts des consommateurs devraient être pris en compte. Hein. Vous êtes tous les deux diamétralement opposés sur la question. C'est quand même vrai qu'on aura le temps de revenir là-dessus parce que c'est une actualité. Et il est clair qu'elle ne se résoudra pas à l'État avec 90 jours depuis la signature de cette convention entre Actis et Sonel. Donc le débat est une fois de plus lancé. Et peut-être qu'on aura une fois de plus le professeur Kigné Fodo pour parler de ce sujet de bien d'autres. Non, ce sera avec plaisir, oui, que je reviendrai à votre nouvelle invitation pour pouvoir débattre de ces problèmes qui nous préoccupent tous,
car je dis finalement l'intellectuel que nous sommes tous autour de la table, ce n'est pas seulement ces personnes qui sont dotées d'un haut niveau de qualification dans une ou plusieurs disciplines scientifiques, mais c'est cet intellectuel-là tout d'abord, mais qui en plus prend position sur les problèmes de sa société, de son pays, qui prend publiquement position, quel que soit ce que cela lui coûte en représailles et même d'ailleurs en réprobation. Voilà. Merci à vous, professeur. Merci, Charles Fongan. Merci une fois de plus. C'était bien plaisir, mais je dis encore une fois de plus que je ne suis pas pour une nationalisation aveugle, tout comme je ne suis pas pour une cession bancale de ce patrimoine-là à une société étrangère. En tout cas, on aura le temps d'en parler. Madame, monsieur, exceptionnellement, on a fait 1 heure comme convenu parce que les Camerounais vont devoir justement s'allier. Nous allons tous nous allier derrière notre équipe nationale pour la pousser à la victoire face à la formation tunisienne. C'est dans quelques minutes. Voilà, merci une fois de plus d'avoir été des nôtres. C'était assez intéressant. Les sujets posés sur la table du débat sont, on l'espère. Retrouvons-nous très bientôt sur les antennes de Camnews 24 et surtout restez de notre. Au revoir.